alors que je n'ai plus Alicante. Ah oui, ça fout tout un programme en l'air, ça. Bah écoute, oui, enfin ça me fait 2 jours de livre, comme pour le moment c'est pas mal mouvementé. J'ai surtout de la peine pour le professeur là, qui organise ça depuis... C'est une belle affiche, hein, j'ai vu. Ouais, il a vraiment, ça fait des semaines qu'il m'en a parlé, il a formé ses étudiants, enfin... Tout un travail qui est oui, prêt. voilà, donc c'est surtout ça qui me fait de la peine. Bon, normalement c'est reporté, ce sera mis à une autre date, mais pas de gaieté de cœur, quoi. Ouais. Tu lis depuis quel âge? Je lis depuis mes 8 ans. Depuis tes 8 ans. Tu te souviens de tes premiers livres? Je me souviens de mon premier livre, on me l'a posé il n'y a pas longtemps la question, et c'était, je m'en souviens très bien, c'était Oui Oui et le magicien. Ah d'accord, oui. C'était à Juan-les-Pins. À ce moment-là, j'allais beaucoup à Juan-les-Pins avec mes parents. J'étais passée devant une vitrine, j'avais vu ce Oui Oui et le magicien, et j'en avais eu envie. Je l'avais évidemment reçu, et pour moi, c'est vraiment le point de départ. D'accord. Et dans les classiques? Oui, je ne suis pas restée à Oui Oui pendant non, des années. Enfant, donc vraiment, enfant, je me souviens avoir lu George Sand, évidemment, La Petite Fadette, La Mare au Diable, ma grand-mère qui m'a offert ces premiers livres-là. J'ai lu Le Père Goriot assez rapidement. Je me souviens aussi d'un été où j'ai lu Le Tour du Malheur de Joseph Kessel. Et puis petit à petit, les choses se sont construites. Je raconte dans Karen et moi mon premier livre que j'avais lu, La ferme africaine de Karen Blixen. Ça t'a marqué, ça? Sous une tente et à 11 ans. Oui, oui. Bon, maintenant les années ont passé, j'avais pas tout à fait 11 ans et c'était pas tout à fait sous une tente. Donc non, j'étais pas encore à Karen Blixen à ce moment-là, mais voilà, petit à petit les choses sont venues, et puis j'ai une connaissance très désorganisée des choses parce qu'autour de moi on lisait pas énormément. Donc il a fallu qu'un livre en entraîne un autre et puis un autre. Et donc d'abord j'ai commencé quand même par les classiques, Dumas, Les Trois Mousquetaires, Flaubert, Balzac. Tu les as gardés? Oui. Oui, oui, j'ai... Donc tu es comme chez nous, tu vis au milieu de... Voilà, parce que tous les classiques sont là aussi. Oui, il y a des livres un peu partout. Et non seulement je les ai gardés, mais il y a beaucoup de livres que j'ai dû lire entre mes 16 et 20 ans et que j'ai relus après. Énormément de livres que j'ai relus dont j'avais gardé un souvenir. Pour les études que tu as dû lire, oui. J'en ai relu pour les études, et puis parce qu'à un moment donné, j'avais envie de les relire avec le temps qui avait passé. Donc j'ai beaucoup relu. J'ai une grande rencontre avec Marguerite Duras aussi, pendant le secondaire. Grande révélation pour moi. Et le choix des études, ça fait comment? J'aimais lire, j'aimais écrire, j'étais vraiment passionnée par la littérature, il y avait par la un prof culture. de français qui était intervenu? Il y a eu des profs de français qui ont joué comme ça des rôles de passeurs aussi, 2 profs de latin qui ont été très, très importants pour moi, dont une professeure de latin qui est justement venue dimanche à la foire du livre me dire bonjour. C'est la première fois que je la revoyais depuis des années, donc elle n'avait pas oublié. Ça fait plaisir. Ouais, hein. Oui, vraiment, parce que ce sont des gens qui ont été des passeurs. Je me souviens d'un prof en secondaire qui nous a fait lire Chateaubriand. Alors le Chateaubriand vraiment très romantique, qui en fait des tonnes. À ce moment-là, j'avais trouvé ça vraiment exceptionnel, donc oui. Et la carrière commence dans quelle branche? Quand tu as fini les études? Et donc quand j'ai fini mes études, quand je suis sortie de l'école, à 18 ans, du secondaire, j'ai fait philologie romane à l'ULB. Question s'était posée, est-ce que je fais ça? Quels sont les débouchés pour faire les romagnes? Et bon, comme j'étais une fille et qu'on se disait quand même qu'une fille peut se permettre d'être peut-être moins efficace professionnellement, enfin je sais pas, il y a eu comme ça toute une réflexion. Est-ce qu'il faut faire un métier, des études qui mènent à un métier bien fixe, ou est-ce qu'il faut faire une passion? Je sais pas si mon frère a été conseillé de la même façon. En tout cas, moi, j'ai été encouragée à suivre ses études. Et donc, j'ai fait les 4 ans de romane, plus l'agrégation. Et c'était des belles études, vraiment. Ce pas des études qui poussent à la création, mais c'est des études à la réflexion, à la connaissance.
Et finalement, quand on écrit, c'est pas plus mal de connaître. Il y a quelque chose d'un peu intimidant, parce que on lit beaucoup de livres et pas les moins bons. On se demande qu'est-ce qu'on a encore à faire là-dedans. Mais en même temps, ça nous donne une connaissance de Tu n'as l'histoire. pas été attiré par l'enseignement? Non, pas trop. Pas trop. Pas Et trop. pourquoi? En fait, quand j'ai terminé mes études, j'ai tout de suite eu la chance et la possibilité de faire un stage aux éditions Complexes Ah, à d'accord. Bruxelles. Donc c'était des éditions spécialisées en histoire, relations internationales, avec un petit catalogue de littérature aussi. Je suis rentrée là, au départ c'était un stage d'été non rémunéré, et puis j'ai eu de la chance, une personne était tombée enceinte, je me souviens bien, et donc quittait, j'ai pris la place et les choses ont démarré comme ça. Et donc je suis rentrée dans le monde de l'édition, pas à l'éditorial, plutôt en petites mains, comme c'est des petites maisons d'édition, c'est intéressant parce qu'on fait plein de choses. Donc on fait le café, on fait des photocopies, mais on fait de la correction de manuscrits, de la mise en page, de la fabrication, de la préparation de manuscrits. Enfin, c'était vraiment... Bon, je disais l'enseignement parce que bon, malgré tout, il y a une culture, je vais dire, générale qui est bien poussée. Oui. Tu es issu d'un milieu commerçant, Oui. donc tu as l'approche très facile. C'est ça que peut-être, moi je pensais qu'au niveau de l'enseignement, tu aurais pu être attiré. Oui, quoi. oui. Mais non. Non, d'abord l'approche très facile, c'est venu avec les années, j'étais bien plus renfermée avant. Ah, d'accord. Et non, par contre aujourd'hui j'enseigne, donc c'est venu beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, oui. Donc maintenant j'enseigne à la Cambre, donc on a ouvert, enfin c'est quelqu'un qui a ouvert à Jules Collard un master d'art en écriture contemporaine. Marianne Putman, si tu connais? Non. Non. Est à la Cambre? Je pense, oui. Mais écoute, là, nous, on est ce master-là, à partir de septembre, sera un vrai master reconnu en horaires normaux. Mais jusqu'ici, on était dans un statut intermédiaire de formation continue. Et donc, moi, j'arrivais à la Cambre à l'heure où tous les autres partent, parce qu'on donne les cours le soir ou le samedi matin. Donc, je connais peu la vie de l'école. Mais donc là, ça, c'est ce que j'ai découvert sur le tard. C'est arrivé un moment où voilà, j'étais prête, à envie de communiquer, envie de ne pas tout faire porter de mon travail sur l'écriture, envie de faire entrer et sortir, que ça aère. Et donc j'ai commencé à être à Caen, ça fait 4 ans maintenant, c'est passionnant. Et avant de démarrer dans l'écriture, donc dans la maison, dans l'édition, quel est le plus mauvais souvenir dans une maison d'édition? Le plus mauvais souvenir, c'est l'urgence permanente, c'est le peu de moyens, donc on doit faire les choses vite. On a beaucoup de coups de fil d'auteurs qui demandent légitimement à être payés, mais on ne peut pas toujours poursuivre au devant. Donc voilà, c'était un milieu où il y avait beaucoup de pression, mais j'ai énormément appris, vraiment, j'ai énormément appris. Comment peut-on vivre le refus vis-à-vis d'un auteur? Donc on reçoit un manuscrit, on le corrige, ou on se dit tiens, je commence à travailler, mais c'est vraiment pas bon. Comment ça? Ça, c'était pas ma tâche à moi. Donc moi, j'ai pas été confrontée. J'ai pas été confrontée à ça. J'ai été beaucoup confrontée à ça en tant qu'auteur. Voilà. Mais moi, j'étais plus dans l'administratif, donc à partir du moment où le manuscrit est accepté. Mais je sais, parce que je suis auteur et parce que je travaille avec beaucoup d'étudiants à la Cambre qui ont envie d'être publiés, à quel point c'est compliqué. Et c'est compliqué dans les deux sens, parce que c'est vrai que moi maintenant, je reçois régulièrement des manuscrits de gens que je connais ou de gens qui connaissent, et donc on me sollicite régulièrement. Alors d'abord, j'ai absolument pas le pouvoir de faire publier quoi que ce soit. Et le temps. Et en plus, voilà, exactement, ça demande un temps qui fait qu'au bout du compte, maintenant, quand on me sollicite, je dis non, que c'est pas possible. Donc et les maisons d'édition sont confrontées à ça, des piles et des piles de manuscrits. Et moi, je vois les deux côtés, et vraiment, je comprends les deux côtés, mais c'est... Alors, nous sommes en peut-être 2008, 2009, parce que 2011, le premier ouvrage va sortir. Quand est-ce qu'on se dit, tiens, je vais quand même y aller? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben c'est va faire très psychologie magazine, mais j'ai eu 30 ans, et au virage de mes 30 ans, je me suis dit, oulala,
je me suis perdue en chemin, puisqu'entre-temps, j'avais quitté la maison d'édition, j'avais rejoint l'entreprise familiale de prêt-à-porter. J'ai appris énormément de choses, mais ce n'était pas mon lieu à moi. J'étais beaucoup plus dans l'imitation d'un enseignement familial, intergénérationnel, enfin c'était pas ce que je voulais. Et donc au moment de mes 30 ans, je me suis dit, je suis en train de me perdre de vue, de perdre mes... Bon, entre-temps, j'ai eu 2 filles géniales, je me suis occupée d'elles, on était aussi dans le rush comme ça des naissances, donc voilà, tout s'est mis à un certain moment d'une certaine façon, et puis c'était le moment pour moi de reprendre la vie en main, et j'ai eu la chance avec André Versailles, donc le directeur des éditions Complexes, qui m'a remis le pied à l'étrier et qui m'a proposé de créer une collection, La Plume et le Pinceau, qui était une collection littéraire pour adultes de beaux livres illustrés. Donc on republiait des textes du domaine public ou sous droit de poésie, de chansons, textes du Moyen-Âge, enfin, des choses comme ça qu'on demandait de faire illustrer par un artiste et préfacé par un auteur contemporain. Et donc là je suis revenue à la littérature, mais je ne l'écrivais pas, enfin j'ai commencé à écrire des postfaces, donc je commentais l'œuvre mais d'une façon très rigoureuse, voilà, très scientifique, très cadenassée. Et petit à petit, voilà, j'ai lâché du lest, j'ai eu envie d'une écriture différente, plus libre, et j'ai commencé à écrire autour de d'écrire avec une envie de publication autour de mes 33, 34 ans. J'ai écrit sous la table, d'une façon très clandestine, sans dire à personne, et voilà, j'ai eu un livre zéro qui a été refusé, que j'ai proposé, sur lequel je me suis beaucoup acharnée, qui aujourd'hui n'existe plus parce que finalement tout ce qui était dans ce livre est reparti dans les est reparti dans les autres livres. Et puis il y a eu Karen et moi, qui a été écrit d'abord. Je voulais écrire vraiment l'histoire de Karen Blixen pour des enfants. J'avais des filles qui devaient avoir à ce moment-là peut-être 10-12 ans. Et j'avais envie, je trouvais que le destin comme ça d'une femme bravache, libre, fragile en même temps, ça m'intéressait. Puis je me suis rendu compte très vite que si je devais vraiment rester dans le créneau comme ça enfant, il y avait beaucoup de choses qui allaient passer à la trappe. Je me suis dit, bon, on va voir. Et j'ai fait ce livre qui ne ressemblait pas ni une biographie, ni un roman, enfin qui ne ressemblait pas à grand-chose. Et je l'ai envoyé chez Arléa, petite maison d'édition. Je savais qu'ils aimaient beaucoup les textes de littérature et de méta-littérature, donc de réflexion autour de la littérature. Et je l'ai envoyé par la poste, et quelques jours après, je me souviens très bien, j'étais devant mon ordinateur et j'ai reçu un mail disant « On a reçu votre manuscrit, je trouve ça très bien ». Je pense que Maxence Fermine avait été édité chez eux. Et Maxence Fermine, oui, Neige, c'était chez eux, oui, tout à fait. Un beau format. Oui, c'est une très jolie maison avec des gens très lettrés, dans le beau sens du terme, qui ont vraiment encore un vrai amour de la littérature. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Je garde toujours des contacts avec Maxence Fermine. Ah oui. Depuis Neige, toute sa carrière littéraire. Oui, oui. Je me souviens très bien de... J'adore, j'aime sa plume. Ils sont tous là, pour ainsi dire. Ils sont tous là. Alors tu abordes un second ouvrage avec tout à fait un autre genre, avec un autre sujet. Tu changes vraiment tout à fait ton fusil d'épaule. Autre sujet, autre écriture aussi. Pour Max en apparence, c'est ça? Oui, en fait, Karen et moi était un peu une matrice de mes livres futurs, parce qu'il y avait déjà Max qui traversait, il y avait déjà les magasins qui traversaient, il y avait évidemment l'amour de la littérature, certaines figures titulaires comme ça, donc c'était comme si Karen et moi étaient oui, cette espèce de livre matrice. Et quand j'ai commencé à aller vers Karen et moi, c'est parce que je trouvais que je venais d'un environnement très juif, très marqué par l'histoire, par une certaine culture. Et moi, ce qui me faisait rêver, c'était la littérature française, c'était les grands romans du 19e, c'était le nouveau... Donc je pensais que toute cette matière juive m'encombrait. Et donc c'est comme ça aussi que je me suis dirigée vers Karen Blixen, le Danemark, l'Afrique, enfin... bien loin de
mon épicentre à moi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une matière formidable qui m'avait beaucoup nourrie, que j'étais j'avais reçu beaucoup de cette histoire juive, de sa part tragique et puis de sa part aussi un peu flamboyante, folle, très très vivante. Et c'est comme ça qu'est né Max en apparence. Je me suis dit, il faut que je me tourne vers ce grand-père, donc rescapé d'Auschwitz, enfin de Jawischowitz, qui revient à Liège après-guerre, qui se marie très vite, qui devient père très vite, donc de ma mère, et puis qui ne trouve pas sa place là-bas, et va repartir en Allemagne, d'abord à Francfort, et puis à Berlin, et il va vivre la grande vie allemande dans cette Allemagne d'après-guerre qui se reconstruit, en faisant des marchés un peu louches entre l'Est et l'Ouest, en se remariant avec une femme plus jeune que lui, allemande. Enfin voilà, c'était quelque chose, c'était une trajectoire éminemment romanesque. Et la famille, que dit-elle de cet ouvrage? Ben, c'est toujours particulier de se voir soi-même mis en scène dans un livre, ou de voir les siens. Donc moi, ma famille, elle est à la fois fière, surprise, captivée, curieuse, parfois un peu... Donc on passe par tous les sentiments. C'est certain que moi je pars d'une matière vraie, et en même temps après je suis la logique du livre, c'est-à-dire je ne passe pas un pacte avec la vérité, je ne fais pas une déposition d'historienne, donc voilà, donc petit à petit mon Max devient un Max aussi réel que complètement fantasmé ou imaginaire, donc ça devient mon Max personnage, et plus forcément le père de ma mère, par exemple. Oui. Tu attises la curiosité de la part des éditeurs, ou bien c'est un choix personnel d'avoir été trouvé, par exemple, Gallimard? Bien écoutez, en fait les deux premiers ont été publiés chez Arléa, et par deux femmes qui je m'entends encore extrêmement bien. Et puis quand Max en apparence est sorti, c'est un livre qui a eu une très bonne réception critique, mais qui n'a pas été énormément lu. Et j'ai eu le sentiment quelque part, enfin une espèce d'intuition, qu'en fait le livre arrivait un peu trop tard, c'est-à-dire qu'il arrivait à un moment donné où on fêtait les 70 ans de la libération d'Auschwitz, et que quelque part, de la même façon qu'on considère qu'une œuvre tombe dans le domaine public après 70 ans, eh bien la Shoah passait dans le domaine public, et donc il y avait quelque chose un peu, sensation, oui mais tout ça on connaît, tout a été écrit, tout a été dit, et donc j'ai développé une réflexion à partir de cette intuition-là, qui a fait ce petit essai, pamphlet, je ne sais pas comment on peut l'appeler, donc la Shoah de Monsieur Durand. J'ai trouvé intéressant à ce moment-là, je pense qu'à ce moment-là, Arléa n'était pas la bonne maison d'édition pour publier ça, et puis je trouvais intéressant que ce soit sous le regard d'un autre éditeur, puisque c'était vraiment une réflexion née à partir de Max en apparence. Et donc voilà, je l'ai envoyé à Gallimard, chez un éditeur qui s'appelle Jean-Marie Glacaftine, qui est normalement vraiment éditeur de romans, qui dans un premier temps m'a dit mais c'est très court, c'est pour le débat, enfin c'est pour un magazine. J'ai dit non, je voudrais vraiment que ce soit un livre, et donc il a lu, il m'a dit ok, ça marche. C'est un bel ouvrage. Je pense, oui, vraiment, je pense que c'est un ouvrage un peu hors genre. Voilà, je suis pas ni sociologue, ni historienne, c'est vraiment une espèce d'intuition d'écrivain, de voir à un moment donné comment les images bougent, comment elles sont interprétées différemment, comment un interdit de la fiction va se déplacer, comment les imaginaires évoluent, et je pense qu'il marque quand même à un moment donné une espèce de temps charnière, avec ce moment où une période de l'histoire est très chargée émotionnellement, où elle est incarnée, elle est rendue vivante par des témoins, et puis ce moment où les témoins disparaissent, et où petit à petit cet événement vrai devient un événement historique, et donc se perçoit différemment. Et j'avais l'impression vraiment d'être en première ligne pour raconter ça,
Et donc voilà. C'est lui qui est réédité chez Genèse ou bien... Non, c'est Max en apparence qui a été réédité. C'est Max chez en Genèse, apparence oui. qui est réédité, Oui, d'accord, oui, oui. oui. Non, celui-là est resté chez Gallimard D'accord. et pas en poche puisque c'était déjà tout petit et bon marché. Et donc tu commences maintenant à bien t'asseoir dans le monde de la littérature, parce que tous les 2 ans, il y a un ouvrage qui va sortir, qui va être en général et souvent bien accueilli, et même un des ouvrages ici et maintenant dans la collection d'Espace Nord. Oui. C'est une belle reconnaissance tout compte fait. Oui, je pense que j'ai été très gâtée parce que depuis le début, il y a une attention qui s'est mise sur mon travail. Et je crois aussi que j'ai beaucoup travaillé et d'une façon cohérente qui fait qu'aujourd'hui, et ça c'est vraiment précieux pour moi, on prend évidemment chaque livre à un par an, mais en même temps on se rend compte d'un ensemble, d'une certaine cohérence, d'un sillon qui se creuse. Donc j'ai démarré avec des gros soucis de légitimité en me demandant ce que je fais, est-ce que c'est bien, est-ce que ça vaut la peine, avec toujours cette sensation jusqu'à la dernière minute que l'éditeur allait m'appeler en me disant non, finalement non, on a changé d'avis, on publie pas. Enfin, même quand je savais que le livre était passé à l'impression, je pensais encore qu'on allait me dire non, non, il y a une erreur, c'est pas vous dehors. Et là, le fait maintenant d'être à mon 5e livre, et de voir ces 5 livres comme ça qui s'enchaînent, il y a quelque chose en moi qui se... Non, chez moi, il y en a un qui est passé à travers les mailles du filet. C'est celui qui est édité chez Weyrich. Ah oui, mais parce que c'est un... Ça, je l'ai découvert tantôt. Ah oui, mais c'est parce que c'est un livre tout à fait à part et c'est un livre de commande, mais dans le beau sens du terme. C'est une ASBL qui s'appelle, je pense, Les Traversées, mais j'ai un truc de mémoire. C'est ça. C'est ça. Et en fait, c'est une ASBL qui travaille à l'alphabétisation des adultes. Voilà. Et qui demande à des auteurs d'écrire des textes courts, très simples, sujet, verbe, complément, avec un vocabulaire très basique, mais avec une problématique adulte. Que justement des adultes qui veulent apprendre à lire parce que pour des raisons XY ils ne l'ont pas fait en temps voulu, ou parce qu'ils viennent de l'étranger et qu'ils veulent et qu'ils ne soient pas obligés justement de lire Ah oui oui et le magicien. Et donc voilà, et c'est comme ça que j'ai écrit Paradis blanc, qui venait d'un fait divers que j'avais entendu à la radio. C'était des chercheurs en Arctique qui étaient prisonniers à l'intérieur d'une cabane parce qu'il y avait des ours tout autour et donc ils ne pouvaient plus sortir. Et comme j'ai un vrai tropisme pour les animaux et pour la nature, ça m'a intéressée, donc j'ai écrit ce livre, ce texte-là, mais avec un cahier de charge très très particulier. Donc voilà, c'est un vrai pas de côté, mais je trouvais le projet beau et ce qui était intéressant pour ce livre aussi, c'est qu'il est lu à différents stades par des classes d'apprenants, dans des écoles spécialisées, enfin des lieux spécialisés ou même en prison. J'ai été le présenter et alors les apprenants disent ça on ne comprend pas ou ça c'est pas clair. Et donc voilà, ça force à l'écriture sous contrainte est toujours intéressante aussi. Sportive, randonneuse? Moi, oui. Un peu randonneuse, sportive sûrement pas. Mais randonneuse bien. Mais marcheuse, oui, j'aime beaucoup marcher. Donc tout, maintenant on parle du dernier ouvrage, tout est né sur un chemin de randonnée, de le situer là. Oui. Parce qu'encore une fois, bon, j'ai découvert une région, au fur et à mesure que je découvrais un endroit ou une vue sur quelque chose, j'allais vite voir à quoi ça pourrait... C'est magique la région, c'est très beau. Ah, c'est donc je comprends que tu aies été transporté un petit peu en te disant, tiens, il y a des choses qui trottent dans ma tête, pourquoi ne pas les mettre ici, faire voyager les gens pour les faire venir ici, et faire découvrir, à tes personnages, aux lecteurs. Raconte-nous un peu le début, la naissance un peu de l'ouvrage. Oui, ben ça, pour moi, d'abord c'est un vrai saut dans la fiction, ce qui était vraiment pour moi une première, c'est-à-dire imaginer des personnages, imaginer une situation, les faire évoluer dans un lieu qui n'était pas mon lieu habituel. Donc pour moi, c'était confronté à un autre imaginaire, à un autre... sortir de ma zone de confort, à un autre challenge littéraire. Est-ce que je peux raconter une histoire sans hors-champ, puisque moi j'aime énormément les digressions, les enquêtes, les recherches, fouiller les archives, m'appuyer sur
sur d'autres auteurs. Et donc là, c'était non, être vraiment dans un ici-maintenant en suivant une histoire délimitée. Et en fait, je tournais autour de cette thématique de l'écartèlement amoureux, de la difficulté à être pleinement à un certain endroit pour toute une série de raisons. Et juste avant de partir dans les Cévennes, j'ai eu cette idée d'imaginer en fait que cette problématique-là, on n'allait pas la traiter avec son héroïne vivante, mais on allait la traiter à partir du moment où son héroïne est décédée. Et donc c'était vraiment de déplacer le curseur et que la problématique était à ce moment-là reprise par les survivantes de cette femme-là, puisque s'il faut le résumer en une phrase, on peut dire que ce sont deux hommes qui pleurent la mort de la même femme. Et donc voilà, j'ai eu ça a été une intuition, mais vraiment d'une fraction de seconde où on s'est dit, voilà, c'est ça. Et juste après, j'allais marcher dans les Cévennes, et c'est comme ça que les Cévennes sont entrées dans mon livre. C'est presque un concours de circonstances, parce que ma Véronique et les deux hommes, Titus et Daniel, ils auraient pu vivre à plein d'endroits différents, mais... J'ai été surpris par l'évolution de ton écriture. Encore une fois, on est dans le paysage. Oui. Il faut encore pouvoir, je veux dire, le détailler, le décrire. On ferme les yeux, on entend les choses. Tu t'y es prise d'une façon extraordinaire. Mais c'est vraiment ce que j'ai vécu à ce moment-là. Voilà. J'ai marché pendant 5 jours dans les Cévennes. Paysage idyllique, il faut croire que j'étais prête pour ça, voilà. Puisque Boltanski dit on ne découvre pas, on reconnaît. Donc c'était le moment pour moi de faire cette immersion en pleine nature, de casser vraiment avec mon quotidien, avec mon système d'écriture habituel. Et pendant ces jours-là, j'ai imaginé les personnages et je me suis laissée vraiment imprégner en profondeur. Tu n'as pas pu te défaire de gants non plus, quoi. Et je n'ai pas pu me défaire de gants, ça ne refait pas. Ça non, ça c'est voilà. Évident. Mais disons, ça tombait bien, évidemment, gants et toute la richesse qu'il peut y avoir au niveau de la peinture. Oui. Évidemment, se servir un petit peu de ce fil conducteur-là pour évoluer dans le récit. C'est très intelligent, oui. C'est très bien mené. C'est-à-dire que donc il y a eu les Cévennes qui sont apparues. Comme les Cévennes, c'est une terre protestante avec les Camisards, ce que je ne connaissais pas. Hein. Tout ça, je l'ai appris en marchant. Et le soir, il y a des étapes avec des brochures, des livres qui traînent dans les gîtes, etc. Et donc j'ai découvert donc, ces Camisards qui se réfugient dans les Cévennes après la révocation de l'édit de Nantes, fin XVIIe siècle. Et donc moi, les protestants, c'est très très loin de moi. Et puis en me rendant compte que finalement ces protestants n'ont pas la liberté de culte, et donc c'est pour ça qu'ils partent se réfugier dans les Cévennes pour pouvoir pratiquer leur culte en secret et aussi pour pouvoir se battre. Enfin, tout ça, évidemment, je le ramène à ma propre histoire. Je me dis, mais finalement, cette clandestinité protestante, mais moi, en tant que juive, cette clandestinité, je ne l'ai jamais vécue moi, mais je connais ces histoires. Je pense aux Maranes au Portugal. Enfin, donc petit à petit, les choses se construisent. Puis comme dans ce paysage-là, tout passait vraiment par la vue, par le regard, je me dis, mais oui, j'ai pas lu quand j'étais dans les Cévennes, j'ai pas de livre, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de crayon, tout se passe vraiment par le regard, par la mémoire. Et donc il y a cette idée de faire de mon héroïne une éditrice spécialisée dans les petits maîtres de la peinture, de faire de Titus, qui est le protestant qui habite dans la région, d'en faire un cinéaste qui décolle les images. Et puis le troisième personnage, Daniel... Il existe ce personnage ? Non, ce solitaire, non, tu n'as pas croisé un solitaire qui était là-bas. Je n'ai pas croisé non, après. Parce qu'il est génial, ce gars. Alors après, les personnages ne sortent pas de nulle part non plus, ce sont des constructions. Bien sûr qu'il y a en arrière-plan des personnages ou des personnes réelles qui ont servi à construire les choses. Véronique Verbruggen, mon héroïne, son enveloppe physique vient d'une femme que j'ai croisée il y a plusieurs années, il y a peut-être 6-7 ans, et qui m'avait beaucoup impressionnée. Et puis le moment venu, c'est elle qui s'est au niveau caractère aussi? Non, au niveau vraiment de l'enveloppe physique, oui, parce qu'en plus c'est quelqu'un que j'ai rencontré une seule fois pendant quelques heures, que je n'ai jamais revu, donc je ne connais pas son caractère. Oui. Et
donc voilà, il y a toujours un arrière-plan, un paysage à partir duquel les choses se créent. Et la tension est extraordinaire. Hein. Parce entre les deux personnages masculins que tu as cités, puis il y a la jeune fille qui intervient. Oui. Et là, je dois dire, là, c'est la troisième personne aussi qui va être l'électron, qui va essayer de tenter de découvrir. Oui, tenter de comprendre qui est cette mère qui est morte trop tôt et avec un secret qui devient finalement un boulet qu'elle laisse aux survivants. Alors les deux hommes savent une partie de l'histoire, connaissaient Véronique, sont des adultes qui choisissent, peut-être même qui choisissent de ne pas choisir, mais même un non-choix, c'est encore un choix. Donc eux, ils restent malgré tout acteurs de cette histoire-là. Et puis Amina, qui est la fille de Véronique, qui est une jeune femme de 21 ans, qui est à l'aube de sa propre vie de femme, et qui, elle, a besoin de comprendre. Oui. Et c'est un personnage qui est arrivé petit à petit, n'était pas vraiment prévu au départ. Et puis ça m'est apparu, c'est apparu évident qu'il fallait quelqu'un extérieur, sortir de l'enfermement du triangle amoureux et avoir cette fille-là qui interroge, qui fait déplacer les choses, qui tape du poing, qui s'énerve, enfin voilà, qui demande à comprendre, qui aime sa mère et qui veut savoir mais qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on n'a pas compris, qu'est-ce qu'elle nous a... Et comment tu as pu gérer ce sentiment de culpabilité qu'il pouvait y avoir chez les différents personnages? Parce qu'ils prenaient chacun sur eux. Moi, mon projet, mon envie, c'était que chaque fois qu'on était avec un personnage, on soit pleinement avec lui, dans sa logique à lui et d'accord avec lui. Et mon idée, c'était qu'on ne puisse pas choisir pour donner une chance de sauver Véronique. Il fallait que le lecteur se retrouve comme elle était, c'est-à-dire incapable de faire le choix. Alors, évidemment, c'est un choix entre deux hommes, et ça c'est la lecture basique, mais c'est aussi un choix entre deux aspirations de vie, entre différentes facettes de ce qu'on est, entre des lieux, Paris et les Cévennes, qui sont des lieux extraordinaires, chacun à leur façon, mais qui sont complètement différents. Donc c'était ça aussi, c'était choisir entre un bon et un mauvais choix, c'est très simple. Choisir entre deux bons, deux mauvais choix, c'est autre chose, et c'est ça qui m'intéressait. Donc il fallait les rendre finalement ce qu'on est tous, et c'est très, très humain. Et j'avais déjà expérimenté ça depuis Karen Blixen, que j'avais lu et relu, et surtout sa correspondance qui est encore plus intéressante que ses livres. Et on voit vraiment une femme qui ne sait pas, une femme qui n'est pas toujours aussi sympathique que Meryl Streep dans Out of Africa, enfin, vraiment quelqu'un de complexe, quelqu'un qu'on imagine très fort, et puis parfois qui reste des jours entiers sur son canapé complètement déprimé. Enfin voilà, j'ai toujours aimé j'aime l'ambivalence, la littérature aime les ambivalences. Tu avais le même éditeur chez Grasset? Oui, c'est Il a été surpris de voir un tout autre récit. Oui, j'avais peur de ça. J'avais peur Quelle a été sa réaction? C'est une femme qui s'appelle Juliette Jost. J'avais peur qu'elle m'attende sur un sujet, parce que mon précédent, Un monde sur mesure, est un livre très, très sociologique, très, très, très engagé sur le monde actuel, sur la mondialisation, sur les changements d'économie, sur voilà, c'est un livre qui est à la fois très romanesque, c'est une vraie saga familiale. Puis tu arrives avec autre chose. Et puis là, j'arrive avec autre chose. Réaction. Quelque chose de Qu'est-ce très... qu'elle te dit? Qu'elle trouve le livre génial. Super. Donc super, ouais. Oui. C'est quelqu'un de très curieux qui publie beaucoup de choses assez différentes. Donc il n'a pas un goût, elle a certainement un goût, mais en tout cas qu'il y a une curiosité large. Et donc à aucun moment elle ne m'a dit mais tu sors de ta case. Ah bon? Non, pas du tout. Elle trouvait vraiment que c'était naturel chez toi. Oui, en tout cas. C'est beau de la part d'une éditrice de pouvoir... Oui, parce qu'on est évidemment toujours très inquiet au moment où on envoie un livre à l'éditeur. Par les temps qui courent, on est d'autant plus inquiet qu'il y a beaucoup de livres qui sortent et qu'il y a beaucoup de livres qui sont refusés. Et c'est très compliqué aujourd'hui
et d'écrire et d'éditer et de promouvoir un livre. Donc voilà, je ne savais pas du tout... J'ai l'impression qu'elle n'est pas restée longtemps pour te répondre. Non, elle a eu cette délicatesse-là de ne pas me laisser trembler trop longtemps. Je veux dire, un ouvrage comme ça, c'est vrai qu'on ne pouvait pas le laisser sur le côté. Donc oui, non, ça s'est bien passé. Après, il y a ce moment très, très heureux où elle me dit qu'elle accepte le livre, et puis après, elle fait son travail d'éditrice, c'est-à-dire qu'elle relit avec un crayon à la main et qu'elle pointe des choses qui lui semblent parfois redondantes ou plus faibles ou pas très claires, mais évidemment avec la liberté totale pour l'auteur d'en tenir compte ou pas. Et à partir de là, il y a une version 2 qui se fait, et qui est évidemment le même livre, mais qui a, je pense, vraiment bénéficié d'un regard extérieur qui à la fois est professionnel et bienveillant. Et comment est accueillie Nathalie Skowronek par les Français? Le libraire français découvre une Belge chez Grasset, qu'est-ce qu'il dit? Ben, les libraires sont plutôt chouettes avec moi, et la presse française extrêmement... C'est dans Le Monde que tu as eu quelque chose? J'ai eu dans Le Monde, j'ai eu dans le Figaro, j'ai eu dans La Croix, et Un Monde sur mesure, le précédent, a vraiment eu une couverture de presse vraiment chouette. Donc oui, il y a une vraie attention à mon travail. Maintenant, c'est sûr qu'en Belgique, j'ai une visibilité qui est plus grande qu'en France, parce que c'est marrant, parce que voilà, moi je suis une petite fille d'immigrés, et ma belgitude n'était pas forcément ce que j'avais imaginé de plus fort, de plus prégnant en moi. Or, tous mes livres ont un vrai ancrage belge, et qui n'est évidemment pas du tout calculé, c'est parce que ça fait vraiment partie de moi. Et dès mon premier livre, j'ai senti la Belgique et le monde culturel belge derrière moi, avec cette idée de, voilà, il y a une enfant du pays qui crée quelque chose. Ça, pour moi, ça a été quelque chose de vraiment, une vraie surprise, une surprise très heureuse. Donc c'est important pour moi de pouvoir m'appuyer sur ce soutien belge qui est, d'abord ça fait presque 10 ans maintenant, et ça c'est pas démenti. Et voilà, et en parallèle, j'ai la chance d'être publiée en France, d'être soutenue en France, d'être lue en France, de tourner en France. Bon, maintenant avec le coronavirus, on ne sait pas trop, mais voilà, il y a beaucoup de dates qui sont prévues. Voilà, donc même si c'est pas du même ordre que la Belgique, c'est un vrai... oui, c'est un vrai accueil quand même. Dans les tiroirs, tu as des choses qui traînent ou qui ont déjà été... Non. Il n'y a rien. Non. Parce que tu avais le livre 0 qui s'est J'ai éparpillé. le livre 0 qui s'est éparpillé, je crois qu'il ne reste pas 5 lignes. D'accord. Donc il est là, et donc non, j'ai encore il y a quelques mois, Geneviève Dama, avec qui je suis très amie, qui organise les soirées portée-portrait, faisait les 20 ans de portée-portrait, et elle m'a dit, tu n'as pas une nouvelle comme ça pour... Non. Non. D'accord. J'ai un texte en cours, par contre, je travaille tu travailles déjà sur quelque chose? Je travaille sur un prochain que j'avais commencé avant La Carte des Regrets, et que j'ai laissé en chemin. C'est pas trop perturbant de devoir comment continuer l'écriture alors qu'on est en pleine promotion? Non, ça va. Non, c'est même plutôt nécessaire, parce que ça permet, moi... L'écriture, c'est aussi une façon d'être là et pas complètement là, parce qu'on a quand même l'esprit habité par autre chose. Mais tu n'as pas besoin d'un moment, je veux dire, de solitude pour te mettre à l'écriture. D'avoir bouclé la promotion de quelque chose, puis ben, maintenant je me consacre. Non, mais d'abord, ce livre, le temps éditorial est un temps différent de celui de l'écriture. C'est un livre qui est terminé depuis plus d'1 an et qui attendait le moment de sortir. Donc, entre-temps, tu avais déjà... Et donc, entre-temps, bon, il y a un temps de latence, mais je trouve ça plutôt très agréable le matin au réveil tôt de travailler sur la suite, et c'est une façon aussi de se protéger, parce qu'on est déjà plus complètement au même endroit. D'accord. On va garder le secret sur ce qui est en cours. Oui, c'est surtout que je ne sais pas moi-même exactement ce que ça va donner, et heureusement, donc c'est effectivement déjà tellement difficile de parler des livres qui ont paru que... Eh bien, je te souhaite une bonne promotion pour le dernier. Merci. On va animer les choses du fait que tout se ferme avec le coronavirus, comme tu l'as souligné. Bon, ben voilà, je te remercie beaucoup d'être venu me voir, Nathalie. Je te remercie, oui, merci beaucoup.
Mm.